Bonjour à tous, bonjour Maï, on est content de vous retrouver pour ce nouveau live Facebook, le premier de l'année. C'est l'occasion pour nous évidemment de vous souhaiter de nouveau une très belle année 2018, on est encore dans les temps. Et on est ravis ce matin avec Maï de vous présenter les 4 projets de recherche qui vont commencer cette année, qui vont être financés sur 2 ans. Entre 2018 et 2019. Et donc voilà, on va vous présenter les lauréats et leurs projets. Vous allez voir, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent et on est content de pouvoir participer à ces recherches très enthousiasmantes. Alors je vais commencer, je vais vous présenter les chercheurs et Maï vous présentera tout va bien au niveau de la technique. Et Maï vous présentera le projet de recherche. On va essayer de faire le plus simple possible, mais bon, évidemment c'est de la recherche médicale, c'est complexe. Alors le premier projet qu'on va vous présenter, c'est le projet du docteur Isabelle Lebert. voilà, Isabelle Lebert, qui s'intitule l'identification de nouveaux outils de diagnostic précoce des démences frontotemporales. Les démences frontotemporales, ce sont des démences qui sont associées, qui sont des maladies neurodégénératives associées à la maladie d'Alzheimer. Oui, c'est une autre. Voilà. Donc le docteur Lebert, elle est neurologue, praticien hospitalier à l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière depuis 2007. Elle coordonne le Centre national de référence sur les démences rares ou précoces. Et elle est également coordinatrice d'un réseau de recherche national sur ces pathologies. Donc voilà, elle est coordinatrice pour les démences frontotemporales du réseau européen maladies rares. Voilà. Et elle mène donc des recherches en tant qu'investigatrice principale d'une équipe qui travaille sur les dégénérescences lobaires frontotemporales. Donc on est toujours, évidemment, c'est un peu complexe, mais on sait très bien que les démences, il y a la maladie d'Alzheimer qui est la plus répandue des démences, mais il y a d'autres démences qui sont plus ou moins liées à la maladie d'Alzheimer et les recherches sur l'une et l'autre permettent d'avancer sur les unes et sur les autres. Absolument. Donc voilà, par le passé, on sait que l'équipe du docteur Lebert a contribué de manière très significative à l'identification de nouvelles mutations dans les formes de démence dégénérative et aussi à la description de caractéristiques associées à ces démences, ainsi qu'au développement de modèles expérimentaux de ces démences frontotemporales. C'est un peu compliqué. Oui, parce qu'il y a les DFT et des LFT. C'est les mêmes. Je pense qu'on va dire DFT pour après, parce que oui, on va essayer de rester simple. Encore une fois, temporale, c'est long. Voilà, on sait que tout ça c'est très complexe. C'est important aussi d'avoir justement une vision un petit peu approfondie aussi des choses pour mieux les comprendre. Donc Maï, est-ce que tu veux bien nous présenter le projet du docteur Lebert? Oui, tout à fait. Donc, comme tu disais, Géraldine, c'est vrai que les DFT sont des formes les plus communes de démence présénile après la maladie d'Alzheimer. On sait que la maladie d'Alzheimer, c'est à peu près 70%. Voilà. Tout à fait. Donc la deuxième, ce sont les DFT, les démences frontotemporales. Voilà. Et c'est vrai que donc ces patients-là ont une détérioration progressive du comportement et également aussi une atrophie du cerveau. Et elles ont également dans le cerveau, on voit des protéines qui s'accumulent. Ce ne sont pas les mêmes que la maladie d'Alzheimer, mais elles s'accumulent également dans le cerveau. Alors il faut savoir que les DFT sont généralement héréditaires. Plus de 50% des cas sont des cas familiaux. Et donc il existe plusieurs gènes qu'on a déjà identifiés pour différentes DFT qui conduisent donc à des symptômes assez proches de ceux de la maladie d'Alzheimer. Et c'est pour ça que souvent on les confond. On confond au début les troubles de la mémoire de la maladie d'Alzheimer et ceux des DFT. Et du coup, ce qui est très important, c'est de rendre donc le diagnostic des DFT beaucoup plus fiable pour vraiment éliminer, différencier absolument la maladie d'Alzheimer de ces DFT. Et c'est vraiment le but du projet d'Isabelle Lebert, qui, elle, va analyser des échantillons de peau et de prélèvements sanguins chez des patients atteints de DFT à différents stades,
de la maladie et elle va essayer d'identifier des marqueurs génétiques dessus. Et donc, ce qui est bien, c'est que ces échantillons sont facilement accessibles. C'est pas par une technique invasive. Voilà, exactement. Donc, ça préserve les patients. Et donc, du coup, ces marqueurs vont être identifiés et ils vont permettre d'améliorer le diagnostic différentiel pour prédire l'évolution de la maladie aussi et suivre sa progression. Évidemment, du coup, effectuer peut-être, voir l'efficacité de certains traitements sur ces marqueurs. Ouais. Si ces marqueurs changent, bien... Et même pour la prise en charge. Absolument. Pour la prise en charge du patient, ce sera de toute façon bénéfice, au bénéfice du patient. Absolument. Donc, voilà, donc on espère que c'est vraiment un très beau projet et qui donc, comme tu le disais, servira aussi à la maladie d'Alzheimer parce qu'on se rend compte que aussi certaines lésions cérébrales des DFT se retrouvent aussi chez les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Donc, ces recherches vont servir aussi à la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Un deuxième projet qu'on est très très heureux de financer, parce qu'on avait fait un appel un peu spécifique à nos donateurs pour nous aider à le financer, et grâce à nos donateurs et à leur confiance, leur générosité, leur envie d'avancer, on a pu financer ce projet, s'engager dans le financement de ce projet. C'est celui du docteur Pierre Lafaille, qui s'appelle, voilà, il est là, Pierre. Petite photo du docteur Lafaille, qui s'appelle donc Développement d'anticorps pour le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer en imagerie cérébrale. Il va nous expliquer tout ça. Je vais vous expliquer qui est le docteur Lafaille. Il a d'abord obtenu un diplôme en pharmacie à l'université de Bordeaux, et puis il s'est spécialisé en immunologie à l'Institut Pasteur. Le docteur Lafaille a également obtenu un doctorat avant d'effectuer sa formation postdoctorale à l'Institut de recherche médicale des maladies infectieuses de l'armée américaine. Donc, il était à Fort Detrick dans le Maryland. Il a travaillé avec l'armée américaine. Et là-bas, il a travaillé sur le clonage et sur l'expression des gènes de la toxine du serpent. Puis il est retourné en 1991 à l'Institut Pasteur pour mener des recherches sur les anticorps humains recombinants. Et en 2010, il a rejoint la plateforme d'ingénierie des anticorps de l'Institut Pasteur, dont il est responsable. À partir de 2003, le docteur Lafaille a commencé à travailler sur les anticorps des camélidés, c'est-à-dire les chameaux, les dromadaires, les lamas, les alpagas, les vigognes, etc. Parce que les camélidés possèdent dans le sang des anticorps à la fois conventionnels, mais ils possèdent aussi des anticorps qui sont plus petits, qui sont appelés VHH. Et comme justement ils ont une toute petite taille, le docteur Lafaille a démontré que ces anticorps étaient capables de passer facilement la barrière entre le cerveau et le sang, la barrière hémato-encéphalique. C'est un petit peu compliqué, mais pour pouvoir faire passer, le cerveau est très protégé, et par définition, mais on voudrait, l'idée c'est de faire passer des anticorps pour justement passer cette barrière hémato-encéphalique, pouvoir faire entrer dans le cerveau ce qu'on veut y faire entrer. Exactement. Voilà, et donc là peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail quel est le projet du docteur Lafaille. Oui, alors c'est vrai que du coup ces VHH ont la capacité de passer cette barrière hémato-encéphalique. Ça c'est déjà démontré. Voilà, ça c'est déjà démontré. Le docteur Lafaille l'a déjà démontré. Voilà. Et il a mis au point déjà des VHH qui sont capables de reconnaître les deux lésions cérébrales de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire des VHH qui sont capables de se fixer sur les plaques amyloïdes et sur les dégénérescences neurofibrillaires. Et ces anticorps VHH marqués, ils peuvent être marqués avec une sorte de petite molécule fluorophore, un fluorophore, et ils sont naturellement capables de traverser cette barrière hémato-encéphalique chez des modèles expérimentaux. Et donc ils peuvent diffuser et pénétrer même dans les neurones, puisque les dégénérescences neurofibrillaires sont dans les neurones, absolument, et se fixer donc à celles-ci. Donc, ces premiers résultats montraient vraiment des preuves solides de la migration de ces VHH à travers la barrière hémato-encéphalique, et donc ça ouvrait évidemment des possibilités d'imagerie cérébrale du vivant des patients. Oui, pour avoir un diagnostic beaucoup plus précoce grâce à... Exactement, voilà. Et c'est exactement l'objectif que Pierre Lafaille veut développer, veut réaliser, c'est qu'on sait maintenant que les thérapies futures sur la maladie d'Alzheimer vont devoir être administrées très précocement dans la maladie,
Et donc, il est important de découvrir des méthodes de diagnostic précoce et de qualité qui permettent donc de s'appliquer au plus grand nombre des patients de leur vivant. Et donc, Pierre Lafaille va développer des VHH de lama couplés à un agent de contraste et pour les rendre donc visibles par IRM, qui est donc l'imagerie par résonance magnétique. Et donc ces anticorps magnétiques, ils vont donc détecter les plaques amyloïdes et les dégénérescences neurofibrillaires du vivant des patients. Et comme l'IRM est quand même une modalité d'imagerie assez courante dans le milieu hospitalier, on imagine que ce sera donc rapide de mettre en place ces anticorps magnétiques pour le diagnostic des malades d'Alzheimer. Donc c'est vraiment un beau projet pour de belles avancées au niveau du diagnostic précoce. Et ce qui est important, on le rappelle, on sait maintenant, plus tôt on diagnostiquera la maladie d'Alzheimer, plus tôt on pourra prendre en charge de manière efficace et probante les patients. Le projet qui suit, c'est le projet du professeur Edith Heard, qui s'appelle « Étude des modifications épigénétiques de l'ADN dans le vieillissement cérébral ». Alors, le professeur Heard, elle est généticienne de formation. Elle a suivi des études en sciences naturelles à l'université de Cambridge, au Royaume-Uni, et elle a préparé son doctorat au Imperial Cancer Research Fund à Londres. Elle est arrivée en France à l'Institut Pasteur en 1990. Et elle dirige aujourd'hui l'unité de génétique et biologie du développement et l'équipe épigénèse et développement des mammifères à l'Institut Curie. C'est une sommité, on va dire, le professeur Heard. Elle a reçu de nombreuses distinctions pour ses recherches, dont la médaille d'argent du CNRS en 2008 et le Grand Prix de l'INSERM en 2017. Elle est en outre élue de l'Organisation européenne de biologie moléculaire depuis 2005 et en 2012, elle a été nommée professeure au Collège de France. Et juste après, en 2013, elle a été élue Fellow de la Royal Society au Royaume-Uni. Donc Edith Heard se consacre depuis plusieurs années à l'épigénétique, et il faudrait qu'on sache ce qu'est l'épigénétique, donc on va demander à Anaïd de nous expliquer qu'est-ce que l'épigénétique. Alors l'épigénétique, Géraldine, c'est en fait l'étude des modifications dans l'activité des gènes, mais sans modifier la séquence de l'ADN en fait. Donc il n'y a pas, on parle de marques épigénétiques qui donc modifient la façon dont est utilisé l'ADN, mais sans en modifier sa séquence. C'est assez compliqué, mais voilà, les gènes peuvent avoir différents rôles, différentes activités, et donc sans modifier la séquence même de l'ADN, il y a des modifications qui vont avoir différentes activités et qui vont donc amener à activer certains gènes et pas d'autres. D'accord. Donc c'est un champ en pleine expansion. Hein. Oui, on entend beaucoup parler d'épigénétique. Oui, absolument. Et donc le professeur Heard, dans son projet, oui. On va essayer d'expliquer maintenant le projet. Et donc Edith Heard étudie beaucoup les processus épigénétiques, et récemment en fait elle a démontré que dans les neurones, certains gènes étaient exprimés de manière monoallélique. C'est un terme compliqué, mais ça veut dire que vous savez que le gène il y a deux copies de gènes, hein, et certains gènes donc sont exprimés où il y a une seule copie du gène qui est activée, mais l'autre est éteinte. Donc, ça c'est assez nouveau, et il semblerait que ces nouveaux mécanismes épigénétiques affectent des gènes associés à la maladie d'Alzheimer. Et donc, dans le cerveau, on sait que ces marques épigénétiques sont importantes et elles sont impliquées notamment dans le processus de la mémoire. Et en général, au cours du vieillissement, on a ces marques épigénétiques qui sont altérées. Et on suspecte donc qu'il y a un lien avec la maladie d'Alzheimer, mais on ne sait pas exactement en fait ces mécanismes. Et le but de ce projet, c'est vraiment de comprendre quelles modifications épigénétiques sont le plus affectées au cours du vieillissement, et étudier vraiment l'impact sur les gènes qui sont connus dans la maladie d'Alzheimer. Donc c'est vraiment essentiel pour comprendre le vieillissement du cerveau, absolument, et comprendre et essayer d'identifier des causes moléculaires
qui sont impliqués dans le développement de la maladie d'Alzheimer. Parce qu'on sait que le cerveau vieillit, ça c'est normal, et beaucoup de gens, heureusement, vieillissent normalement sans développer une maladie d'Alzheimer, mais on essaye de voir quel est le lien éventuel et quelle est l'implication de cette modification de l'utilisation des gènes. Absolument. Dans le développement de la maladie d'Alzheimer. Le projet suivant, alors c'est un projet qui nous tient aussi particulièrement à cœur parce que c'est un projet pilote. Comme vous savez, on y reviendra tout à l'heure, mais la Fondation Vaincre Alzheimer a vraiment à cœur de soutenir les jeunes chercheurs, les chercheurs en formation, les chercheurs de demain. Donc le projet suivant, c'est celui du docteur Devrim Kilink, qui s'intitule « Étude du rôle des facteurs de risque génétiques de la maladie d'Alzheimer PYK2 dans la communication entre les neurones ». Alors le docteur Kilink, il a obtenu une maîtrise en génie mécanique à l'université du Bosphore à Istanbul en Turquie. Et ensuite, en 2008, il a obtenu un doctorat en génie biomédical à l'université Drexel à Philadelphie en Pennsylvanie. Il y a travaillé sur les mécanismes cellulaires impliqués dans les traumatismes crâniens dus à des lésions axonales. Alors les axones, ce sont les prolongements dans un neurone. Ce sont les petits bras du neurone qui communiquent entre eux, qui vont passer des informations l'un à l'autre. Donc, ensuite, il a ensuite réalisé son premier post-doctorat à l'université Pierre et Marie Curie, dans l'équipe de Bernard Brugge, où il a développé des techniques de microfluidique, je vais vous expliquer, pour étudier les blessures de l'axone et la mort neuronale. Donc, les microfluidiques, ce sont des organes sur puce. C'est-à-dire que ça permet de cultiver des cellules en contrôlant à l'échelle micrométrique leur forme, la forme des cellules, leur position et leur interaction. Donc, le docteur Kilink peut reconstituer et étudier à l'échelle des neurones individuels, dans ces laboratoires sur puce, des mécanismes biologiques complexes qu'on ne pouvait jusqu'à présent pas observer, qu'on pouvait observer jusqu'à présent que dans les modèles animaux, et de façon beaucoup moins détaillée. Donc là, on a une technique qui est extrêmement précise, qui est encore plus avancée voilà, c'est très original, et ça permet d'aller beaucoup plus loin dans l'observation des interactions, des neurones en fait. En 2016, le docteur Kilink a rejoint l'équipe du docteur Jean-Charles Lambert à l'Institut Pasteur de Lille. Jean-Charles Lambert, que nous connaissons bien aussi, c'est une équipe qu'on a suivie aussi beaucoup. Et donc, il a rejoint cette équipe pour développer des techniques de microfluidique appliquées à la maladie d'Alzheimer spécifiquement. Et aujourd'hui, donc, comme je vous disais, il bénéficie d'une subvention pilote de la Fondation Vaincre Alzheimer, c'est-à-dire que lui-même, même s'il est jeune chercheur, bénéficie de ce financement pour mener ses propres recherches à lui, et donc c'est un beau lancement dans sa carrière, soutenir déjà des choses qu'il a déjà commencé à développer, et puis l'aider à développer davantage encore. Peut-être que tu peux aller un petit peu plus loin dans l'explication. Oui, parce que c'était déjà très clair au niveau de la microfluidique. C'est pas simple, hein. Et donc c'est vrai que lui, il travaille sur les facteurs de risque génétique de la maladie d'Alzheimer. Donc on sait qu'il y en a eu quand même beaucoup qui ont été identifiés ces derniers temps. Notamment d'ailleurs par l'équipe du professeur Lambert. Tout à fait, notamment, exactement, qu'on a financé. Mais il est parfois difficile de comprendre les mécanismes qui sont impliqués dans ces facteurs de risque génétiques et de comprendre les mécanismes mis en jeu et qui amènent au développement de la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est encore pas bien développé. Et du coup, le docteur Kilink, lui, va travailler sur ce facteur de risque génétique PYK2, qui a été donc récemment caractérisé. C'est le nom de ce facteur de risque. C'est ça, c'est le nom du facteur de risque. PYK. Ah oui, d'accord, moi j'ai dit PYK, mais ça oui, s'appelle je pense que c'est PYK2. Et donc ce gène semble être impliqué dans la dynamique et le maintien des synapses. Les synapses, c'est les connexions entre les axones des neurones, qui font la communication entre les neurones. Et donc ce gène semble permettre la bonne communication entre ces synapses, mais dans la maladie d'Alzheimer, on sait qu'il y a une perte de synapses, ce qui est lié au déclin cognitif des patients. Et le docteur Kilink va donc analyser l'impact de PYK2 sur ces synapses par les techniques de microfluidique.
Donc sur ces laboratoires sur puces, il va faire pousser des neurones et il va reconstituer in vitro, dans ces petites puces, les circuits neuronaux pour analyser en détail la transmission entre les neurones, la transmission entre les synapses. Et donc ce travail va permettre de comprendre vraiment le rôle du facteur de risque génétique PIC2 dans la modification de la plasticité de ces synapses, parce qu'on sait qu'elles sont altérées dans la maladie d'Alzheimer. Et ça va aussi servir à proposer de nouvelles pistes thérapeutiques pour améliorer la transmission entre les neurones. Donc c'est vraiment un sujet très intéressant avec une technique très originale. Oui, pour un jeune chercheur, c'est vraiment c'est très enthousiasmant. On a quand même un panel de recherches qui sont évidemment c'est très technique, c'est très pointu, mais on sait que c'est comme ça qu'on arrivera un jour à vaincre la maladie d'Alzheimer, c'est en la connaissant bien. Je rappelle quand même qu'en ce moment même, en plus de ces 4 projets, avec ces 4 projets qui sont financés, en ce moment même, la Fondation Vaincre Alzheimer, elle soutient 15 équipes de recherche sur toute la France. Je pense que c'est important de le dire parce que tous les ans, on vote de nouveaux financements, mais on continue à soutenir les équipes qu'on a choisi de soutenir les années précédentes, puisque nos financements sont sur 2 ou 3 ans en fonction. Au total, depuis la création de notre structure, ça fait 64 projets de recherche qui ont été financés pour 5 millions d'euros. On en est fiers, on en est content, on pense que c'est le meilleur moyen d'arriver à trouver des traitements contre la maladie d'Alzheimer. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que la Fondation Vaincre Alzheimer est la seule structure dédiée entièrement au financement de la recherche médicale sur la maladie d'Alzheimer qui, selon nous, est le seul moyen de vaincre un jour la maladie d'Alzheimer. Et grâce à une procédure très rigoureuse de sélection par notre comité scientifique bénévole international, nous finançons des projets de recherche qui sont innovants et qui sont de toute première qualité. C'est ce comité scientifique d'experts, encore une fois bénévoles, qui donnent de leur temps pour choisir les meilleurs projets de recherche qui nous permettent de révolutionner la recherche grâce à l'innovation. Et ça, je crois que c'est important, on le voit bien dans les projets qu'on vous a présentés aujourd'hui, l'innovation, c'est le point central. Et vous dire aussi que tous ces projets de recherche, on les finance grâce à vos dons. Et la sélection des projets de recherche, l'excellence de cette sélection, elle garantit la bonne utilisation des dons que vous nous confiez pour faire avancer la recherche. Je terminerai en insistant sur le fait donc, que parmi ces 4 lauréats, il y a ce jeune chercheur, le docteur Kilink. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi une spécificité de la Fondation Vaincre Alzheimer, c'est de soutenir spécifiquement les jeunes chercheurs. On a plusieurs programmes dédiés au soutien des jeunes chercheurs. Donc on a les subventions pilotes pour des projets innovants et inventifs comme celui du docteur Kilink. On a des subventions transfrontalières aussi, pilotes, pour que les jeunes chercheurs se mettent en réseau avec d'autres jeunes chercheurs, surtout en Europe, mais partout dans le monde. On sait bien que la maladie d'Alzheimer n'a pas de frontières. Il n'y a aucune raison que la recherche en ait, et heureusement la recherche n'en a pas de frontières. On subventionne aussi des allocations doctorales. On permet aux chercheurs de demain de se former, de passer leur doctorat, de devenir les élites de demain. On a des bourses de formation à l'étranger pour que les jeunes chercheurs puissent aller apprendre des techniques à l'étranger, se former, revenir en France avec des techniques et des connaissances pointues et voilà, et s'être créé des réseaux. Et puis aussi la création de réseaux, elle se fait aussi par les bourses de voyage. Les jeunes chercheurs ont besoin d'assister aux conférences, de rencontrer leurs pairs, de rencontrer les experts pour échanger, voilà. Donc on finance aussi des bourses de voyage pour les aider à financer leur participation à un congrès, un séminaire, etc. Donc cette spécificité de la Fondation Vaincre Alzheimer, pour nous, elle est très importante. Le soutien aux jeunes chercheurs qui sont les découvreurs de demain. C'est pour nous le moyen d'assurer l'espoir et de financer finalement les découvertes de demain.
On vous a présenté aujourd'hui les projets de recherche. Sachez que le 1er février, nous serons avec ces chercheurs à l'Académie nationale de médecine à Paris pour présenter leurs projets, lancer leurs projets de recherche. Vous trouverez un lien, je crois, dans les commentaires si vous voulez vous inscrire. Vous êtes les bienvenus, évidemment, si vous êtes intéressés pour rencontrer les chercheurs. Donc à Paris, le 1er février après-midi. 16h. Voilà, à 16h. Cliquez sur le lien parce qu'il faut vous inscrire parce que les places sont limitées, mais enfin limitées, disons que oui, les places sont limitées, il va y avoir du monde, mais voilà, n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien qui vous permet de vous inscrire. On sera ravis évidemment de vous rencontrer et de vous présenter ces chercheurs. Voilà. Merci Maï. Merci Charline. Et puis à bientôt pour le prochain live, le mois prochain. Au revoir. Au revoir.